and good cooling for the orbiter through the flash evaporator system, which will be in operation until the particular bay doors are open about 1 hour and 25 minutes. Et donc j'ai connu, moi, la Russie. J'étais bloqué à la Cité des Étoiles. Je ne pouvais plus sortir avec des hommes en armes qui patrouillaient, des automitrailleuses qui patrouillaient, etc. La vache. Et finalement, ma famille, avec qui je ne pouvais plus téléphoner, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, etc. à l'époque, j'étais bloqué. Alors, on voulait vérifier qu'ils n'étaient pas trop sensibles au mal de l'espace, c'est-à-dire aux cinétoses, aux maladies des mouvements. Vous savez, c'est comme le mal des transports, etc. Donc on leur faisait faire des séances de tabouret tournant. Et ils devaient tenir 8 minutes au tabouret tournant sans vomir. J'ai jamais compté mon temps. C'est une chance qu'on a de travailler comme ça. Vous n'avez pas de week-end, vous avez des vacances écourtées, quand même un privilège. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur Le Grand Bain. Pendant que ce podcast commence, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram et LinkedIn Le Grand Bain, où je partage les backstage de mon podcast et que je vous tiens informé des dernières nouvelles. Si vous voulez que votre voix apparaisse dans le prochain teaser, envoyez-moi un fichier audio enregistré avec votre téléphone disant « Bienvenue sur Le Grand Bain » que vous m'enverrez à l'adresse suivante legrandbain.contact@gmail.com. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Comet. Bienvenue sur Le Grand Bain. Je commence toujours ma question par celle-ci. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ? Je surveille un peu ma ligne, donc je mange assez peu le matin, ce qui est un non-sens médical. C'est vrai ? Ouais, j'aime pas trop manger le matin, j'ai pas d'appétit. D'accord. Donc je prends un café et 2 biscuits. Okay. C'est tout. Monsieur Comet, vous avez une carrière quand même qui est assez dingue. Vous avez été médecin des astronautes vous avez accompagné une dizaine d'astronautes sur la station Mir, qui est la station spatiale avant l'ISS, et vous avez fait partie du medical board de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. C'est bien ça ? C'est ça. Donc je suis rentré dans l'activité spatiale un peu par hasard, pour être franc. Je vais vous raconter tout ça. Donc, j'ai eu le bac en 68, vous voyez, donc un bac relativement facile à avoir. Et après, donc, j'ai fait les prépas, et je suis rentré à Supaéro, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, et je suis allé travailler pendant 1 an chez Messier Hispano, qui est un fabricant de trains qui est au Oloron-Sainte-Marie. Car j'ai une passion, je suis des Pyrénées. D'accord. Et j'adore la montagne et le ski, je ne voulais pas m'éloigner des Pyrénées. En tous les cas des montagnes. J'avais trouvé ce poste donc à Oloron-Sainte-Marie. Maintenant, ça fait partie de Safran, de la du gros fournisseur aéronautique. Ouais, la grosse usine. Safran. Ouais. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an là. Et le travail que j'avais me plaisait plus ou moins. J'avais un peu le regret d'avoir arrêté les études, qui est quand même, il faut le dire, un moment agréable. Parce que c'était trop tôt ? Enfin, vous n'avez pas fait assez ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 5 ans maintenant pour être ingénieur. J'avais fait 5 heures. Ouais, 5 d'accord. Et ça vous manquait aussi ? J'étais rentré dans la vie active, puis D'accord. je faisais ça, et j'avais envie de continuer des études, et chez moi, tous mes frères et sœurs sont médecins et pharmaciens. D'accord. Donc c'est des études longues, quoi. J'étais le donc mon père qui avait
pas mal d'étudiants à entretenir, m'a dit qu'ils ne pouvaient pas me payer les études, donc il fallait que je trouve un travail. Donc j'ai trouvé un travail à l'université Paul Sabatier, ici, dans un labo de recherche médicale, en physiologie médicale. D'accord. Donc ça, c'était pour payer vos études? J'ai trouvé ce boulot et je me suis inscrit en première année quasiment en même temps, en 2 mois d'intervalle. Et juste, qu'est-ce qui vous manquait avec les études? Parce que vous aimez bien apprendre ou parce que c'était... J'aimais bien apprendre. Dans ma famille, donc, comme je vous l'ai dit, j'étais le seul sur les sciences exactes. Ouais. Tous les autres étaient sur les sciences de la vie. Et ça me manquait un peu. D'accord. Ça me manquait un peu, en particulier dans les discussions familiales, durant les réunions familiales. Entre eux, ils discutaient beaucoup, et moi, j'étais un peu à l'écart. Donc, j'avais envie donc de reprendre des études, donc je me suis décidé. J'ai eu cette opportunité de trouver un poste ici à l'université Paul Sabatier, faire un travail de recherche. Je faisais de l'analyse du signal sur des enregistrements, donc des choses qui faisaient appel un peu à ce que j'avais appris à l'école, en école d'ingénieur. À l'école d'ingénieur. Donc je me suis lancé là-dedans et presque en même temps, je suis allé voir le doyen, c'était un peu tard, c'était au mois d'octobre, pour m'inscrire au concours de médecine. D'accord. Et le doyen m'avait dit, vous l'aurez jamais, vous êtes déjà trop en retard, et puis c'est complètement différent de toutes les études que vous avez fait avant, il faudra tout reprendre à zéro, etc. J'ai dit banco. Ah non, il laissait vous décourager, vous avez dit voilà. C'est mort. Non, il m'a dit je vous laisse vous inscrire, il n'y a aucune raison. Déjà à l'époque, c'était en 1976, donc il y avait 1100 candidats et il y avait 110 places, 108 places exactement. Donc vous voyez, il y avait une chance sur 10 d'être pris. Ouais. Moi, je m'y suis mis. Je ne pouvais pas assister à tous les cours, donc j'avais... Ah oui, parce que vous travaillez à côté, bébé. Voilà. Et je travaillais, mais là, mon prof de physio, là, le chef du labo, était assez cool. Il exigeait que je sois au labo de 1h de l'après-midi à 20h le soir. D'accord. Donc, tous les matins, j'étais libre et je pouvais aller à mes cours, suivre mes cours de médecine. Oh. Et j'ai fait ça donc pendant 9 ans. 9 ans, donc vous voyez... Oh, mais je gagnais ma vie. Gagnais ma vie, en fait. Et quand l'heure de la retraite a sonné, tout ça, ça a compté, si vous voulez. Je n'étais pas en retard. Mais alors, juste pour que je sois sûr, aujourd'hui, quand on fait médecine, en tout cas les premières années, c'est vraiment genre on a une pile de 1 mètre de livres et il faut... c'est presque du par cœur, quoi. À l'époque, il fallait tout ingurgiter. J'étais parmi les plus vieux. On était 2 comme ça, retardataires, je dirais, étudiants. Donc, on s'est pas mal entraînés pour avoir les cours. Quand les uns ne pouvaient pas les prendre, c'était l'autre. Et on avait une qualité, c'est par rapport aux plus jeunes, qui avaient 7 à 10 ans de moins que nous, c'est qu'on savait travailler. C'était ça, on allait à l'essentiel. Ce qui était vraiment important. On savait élaguer tout ce qui n'était pas nécessaire. Et c'est vrai que tout au long de mes études de médecine, c'est ce qu'on m'a dit, vous avez su retenir l'essentiel. Génial. Bon, après, j'ai essayé de compléter quand même avec... tout ce qu'il y avait d'un peu annexe et qu'il était bon de savoir. Mais attendez, donc du coup, pendant 9 ans, donc vous alliez en cours le matin et l'après-midi, vous alliez travailler. Ou en stage hospitalier. Et voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'après, vous avez dû être interne, quelque chose comme ça, non? Oui. À l'hôpital. Voilà, et c'est là que donc je finissais, c'était à peine 3 semaines avant ma thèse, j'ai fait une thèse sur les migraines, donc rien à voir avec l'espace. Et il y avait Chrétien et Baudry qui étaient les 2 seuls cosmonautes sélectionnés en France. Oui. C'était en 1984. D'accord. Ils sont venus dans mon service parce qu'ils faisaient des examens complémentaires. Et j'étais dans leur chambre en train de déconner le soir. Il y a le président du CNES qui est venu les saluer. Et c'est Chrétien qui m'a présenté au président du CNES et qui lui a dit, ben voilà un profil qui devrait vous intéresser, monsieur le président.
Le président m'avait dit à l'époque que vous avez votre thèse. J'ai dit non, je la passe dans 18 jours. Il me dit dès que vous l'avez, venez. J'ai été embauché au CNES. Incroyable. Alors que je me destinais plutôt à m'associer avec mon frère qui était médecin de campagne, qui a été un peu déçu. Mais vu l'intérêt intellectuel que représente l'espace, représentait l'espace, j'ai pris ça. Et attendez, donc ces deux astronautes-là vous êtes devenus potes avec eux? Comment ça se fait? Vous faisiez des analyses pour eux, puis vous avez déconné, non, après, puis... après, je les ai mieux connus. Là, je les connaissais à peine. C'était notre deuxième rencontre. Donc, En fait, ce que je veux savoir, c'est juste comment est-ce que vous êtes arrivé comment est-ce que vous en êtes rendu à... Est-ce que c'est quand même des futurs astronautes à déconner avec eux dans leur chambre vous savez... Non, je trouve ça drôle quand même. Bon, on n'est pas tenu, surtout j'étais jeune, à l'époque, j'avais 34 ans. Oui, 34 ans, oui. 34 ans, donc eux étaient un peu plus âgés que moi. Patrick avait, je crois, 8 ans de plus que moi et Jean-Léo avait 15 ans de plus que moi. D'accord. Donc vous étiez quand même plus proche d'eux en termes d'âge que les autres étudiants de l'époque déjà. Et comme je m'étais occupé d'eux, j'avais rédigé l'observation, je leur avais fait pas mal de mesures, etc. Et que j'étais de garde ce soir-là, donc je discutais avec eux dans leur chambre. Et j'ai eu le hasard a fait que le président du CNES est passé à ce moment-là. Et c'est comme ça que Chrétien m'a proposé, il a dit c'est tout à fait le profil que l'on cherche. Et le président, vu que en fait ils étaient tous les deux là, ils étaient d'accord, donc ça a énormément simplifié les choses. C'est génial comme histoire. Voilà, et donc dès 85, c'était l'époque où, vous savez, la France, je suis rentré au CNES, donc, et dès 85, c'était l'époque où la France avait une ambition avec l'Agence spatiale européenne, on voulait faire la navette Hermès. D'accord. Donc, oui. le CNES m'avait demandé à l'époque, vous faites le suivi médical de nos astronautes tels qu'ils sont, mais en même temps, vous complétez par une activité technique dans le projet Hermès. Et j'ai été responsable dans le projet Hermès jusqu'en 94, puisqu'il s'est arrêté définitivement en 94. Voilà, donc juste pour avoir le contexte, du coup, donc, quand vous êtes embauché chez au CNES, directement, vous vous occupez des astronautes. Est-ce que vous n'avez pas court-circuité une liste d'attente? Parce que j'imagine que c'est hyper demandé, non, d'être... Non. Pas à ce point-là, non? Non. J'ai remplacé des médecins militaires qui étaient détachés de l'armée pour la première mission de Jean-Luc Etienne en 82, en juin 82. Je n'étais pas encore sur cette affaire-là. Et c'était des médecins militaires qui avaient assuré... Ah, c'était réserve militaire, oui. Qui étaient payés, leurs déplacements étaient payés par le CNES, et c'était les médecins militaires. On les prenait pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de civils qui étaient aptes à faire ça, ou parce que... Non, c'est parce qu'ils avaient une formation de médecine aéronautique et spatiale, et ils étaient déjà familiarisés un peu avec l'environnement aéronautique. Et donc, c'était des gens qui étaient plus aptes Maintenant, quand on recrute des médecins, ça arrive, moi j'en ai recruté plusieurs, il faut qu'ils aient cette spécialisation de médecine aéronautique et spatiale, qui est un certificat universitaire. C'est donc quelque chose qui se fait en 2 ans, mais qui n'est pas très prenant, mais qui est assez technique. D'accord. Voilà. Et donc vous étiez, du coup, vous remplaciez ces soldats. Et le projet Hermès, du coup, pour le contexte, c'était l'équivalent de la navette spatiale américaine qui était en projet. On voulait faire... Une petite navette. C'était une petite navette. À l'époque, la France poussait Ariane 5 et Hermès en même temps. Les Allemands poussaient que Columbus. Et malheureusement, en 92, il y a eu une réunion interministérielle où les ambitions de la France ont été déclarées beaucoup trop hautes et on a fait Columbus et Ariane 5 et Hermès a été fermé, donc on a eu une queue de poussée là, comme on dit,
On a transformé Hermès dans une capsule qu'on appelait le CRVCTV, le Crew Rescue Vehicle et le Crew Transport Vehicle, qui est exactement ce que les Américains font maintenant avec Orion. C'est exactement une copie de ce qu'on voulait faire à l'époque. D'accord. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en retard ou que vous étiez en avance ou que... Non. Les Américains à l'époque ne juraient que par le shuttle. La navette spatiale. La navette spatiale. Puis le shuttle, finalement, il y a eu 2 échecs majeurs. Et en fait, ils ont remis en doute la protection thermique, la réutilisation, puisqu'après, ça s'est révélé pour le dernier accident, c'était quand même une question de maintenance et de tenue des tuiles. Oui, qui était un vrai enfer pour les ingénieurs. Voilà. Et en fait, on se rendait compte, en faisant une analyse un peu plus distante, que l'idéal pour amener des hommes en orbite et de les ramener de manière la plus sûre possible, c'est les capsules. C'était les capsules parce que c'est quelque chose qu'on savait déjà faire ou parce que... Non, c'est robuste. Vous avez des moyens de sauvegarde, c'est-à-dire de sauver votre équipage tout le temps. Or, le shuttle, pendant toute la phase boostée, vous savez qu'il y a 2 gros boosters, on ne peut rien faire. D'accord. Ah oui, parce que le cockpit est dans l'avion, enfin dans la navette et qu'on ne peut pas... Voilà, et Challenger a été un exemple de cette phase. Oui. Et après, au retour, donc, c'était un autre problème pour Columbus, ça a été donc de perte de tuiles qui se sont décollées parce que en fait il y avait un vieillissement qui était mal contrôlé. D'accord. Voilà. Donc j'étais très persuadé de ça plusieurs fois dans Hermès. J'ai dit et je me faisais un peu remettre en place. Et pourquoi veut-on atterrir absolument? La manière la plus sûre d'atterrir des gens vivants, c'est quand même sous parachute, avec des parachutes redondés, etc. Et c'est vrai, quand on regarde par exemple Dragonix, là, tel que l'a fait SpaceX, c'est des concepts très simples et très robustes qui peuvent sauver les gars, même s'il y a des défaillances techniques majeures. D'accord. Voilà. Ok. Et ce concept de navette qui était un peu fait sous la pression de l'industrie aéronautique. Qui voulait après Apollo, ils n'avaient plus de grain à moudre. Après Skylab, les dernières missions de Skylab, il y avait Apollo, ça a quand même été 100 000 personnes aux États-Unis qui ont travaillé sur ce projet. Ah oui, d'accord. Donc vous il fallait quand même 100 000. Ouais, c'est monstrueux. Bon, et du jour au lendemain, on n'avait plus besoin d'eux. Donc le lobbying de l'industrie a beaucoup poussé pour qu'on développe le shuttle. D'accord. Et le shuttle, les premières études ont commencé dans les années 72 et vous voyez, il a volé en 84. Donc il y a eu 12 années de développement pour un engin qui était techniquement à l'époque extrêmement ambitieux, avancé. Et donc ça c'était le contexte quand vous êtes arrivé au CNES? Voilà, c'était le contexte. C'est que moi, j'étais tout content de faire mon premier vol avec Patrick Baudry sur le shuttle américain en 1985. J'ai beaucoup appris parce que j'ai suivi les formations de base pour pouvoir tenir un rôle à la console du centre de contrôle. Il fallait apprendre comment tout fonctionnait. Il fallait non seulement connaître les medical kits, mais aussi tous les risques qu'il y avait à bord du shuttle. Et moi qui étais passionné de technique et de médecine, ça avait été... là, vous aviez les deux en même temps, c'était royal au bar. Je m'étais régalé. J'ai passé quasiment 9 mois d'affilée à Houston. J'apprenais tous les jours quelque chose. Vous parlez anglais? Ah oui. Dans notre métier, ça c'est quelque chose il faut l'imprégner. C'est même la première barrière, que ce soit pour le médecin des astronautes ou pour les astronautes. D'accord. Si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas la peine de venir. Foutu. Vous allez vous faire recaler au premier test. Alors, du coup, quand vous êtes arrivé au CNES, on vous a envoyé directement du coup avec Monsieur Baudry
À Houston? Pas tout à fait. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé de travailler sur un projet de sciences de la vie. À l'époque, le CNES essayait de faire voler un module à bord du Space Lab. Le Space Lab, vous savez, c'était un laboratoire qu'il y avait dans la soute de la navette. Ok. Et c'était un module qui devait contenir un rhésus, un singe, un gros singe. Hein, c'est D'accord. des singes qui font entre 10 et 20 kilos. Hein, Ok. donc, et la France était en charge, après un accord bilatéral entre la NASA et le CNES, était en charge de faire le module dans lequel on allait mettre le singe, on allait le nourrir, récupérer ses urines, ses fesses. Et c'était un projet relativement compliqué où il y avait justement besoin d'une compétence à cheval sur les sciences de la vie et la technique aérospatiale. Et ce projet a été maintenu jusqu'en 2000, je crois qu'il s'est arrêté en 2010. D'accord. Mais moi, je m'en suis occupé 1 an seulement. Ok. D'accord. Mais alors, c'est juste comme ça, là, je suis curieux, pourquoi est-ce qu'on envoie un singe alors qu'on envoie déjà des hommes? Alors, c'est un peu pour ça qu'il s'est arrêté. Ah, d'accord. Ok. Pour être franc, parce qu'il y a eu le lobbying de l'expérimentation animale aux États-Unis qui est solide, hein, et qui demandait justement votre réflexion. Hein. Comment ça se fait qu'on ait besoin d'envoyer des singes? Alors, c'est vrai que dans les singes, on se permet de mettre des capteurs dans la boîte crânienne, etc., chose qu'on ne se Jamais permettait avec pas un- chez des hommes. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça a été arrêté sous le pressing de la défense Des animaux. des animaux aux États-Unis. La NASA Ah, dis a un jour envoyé une lettre c'est fini. nous demandant d'arrêter de cette coopération. Donc il n'y a jamais eu de singe. Non, Donc c'est-à-dire que 1985, c'est ça, si je ne m'abuse, voilà. Ouais. jusqu'à 2000 Jusqu'à 1990, il y a eu un développement et qui n'a jamais abouti. non, qui n'a jamais abouti. D'accord. Qui n'a jamais abouti à un modèle de vol. Hein. Et donc quand ça a fini, on vous a demandé d'aller sur de faire quoi? C'était Non, sur- non. Moi, j'ai quitté ce projet Rhésus. Avant, Hein, il s'appelait avant. Hein, je l'ai arrêté en 85 et je me suis consacré donc à la préparation du vol de Baudry. Alors comment ça se passe quand on débarque comme ça? On vous a demandé quoi? Enfin, en fait, décrivez-moi un peu. C'est quoi l'univers en fait quand on arrive Alors, là? je suis arrivé avec mes 2 cosmonautes Qui étaient vos et amis du coup? les Américains ont voulu vérifier qu'ils étaient aptes médicalement. D'accord. Donc j'avais amené tous les examens, les originaux de tous les examens qu'on avait fait pour leur sélection, toutes les visites annuelles qu'on leur faisait passer. On respectait déjà toutes les normes, parce on les connaissait, elles sont publiques, les normes que les Américains suivaient, que les Russes suivaient aussi. Ok. Donc moi j'avais fait Donc c'est une checklist. un pêle-mêle de tout ça et j'avais pondu un document dont on s'est servi après à l'ESA D'accord. pour avoir des sélections médicales d'astronautes compatibles avec les Américains et avec les Russes. Incroyable. Ce qui faisait... Alors bon, il y avait plein de troncs communs, hein, je dirais, mais enfin les Russes étaient plus exigeants. Alors, Plus exigeants. c'est dur la sélection? Enfin, cette aptitude médicale. En fait, on nous voit un peu les astronautes comme pas des surhommes, mais quand même des gens qui sont. Ils sont parfaits partout, quoi. Enfin, ils ont l'air parfaits partout. Non, il ne faut pas dire ça. Ils n'ont pas de pathologie, ça c'est sûr. Ils ne Ouais. sont pas malades. Ce pas des sédentaires, mais ce pas des sportifs de haut niveau. Hein. Ah, non plus. On a eu des candidats sportifs de haut niveau. Ils ne passent pas toutes les épreuves parce bon qu'ils ont déjà des déformations. Par exemple, ils ont des cardiomégalies, c'est-à-dire un gros cœur parce qu'ils ont poussé. Tout ça, c'est des défauts parce que, en fait, c'est des gens qu'il faut surveiller après. Par exemple, quand vous avez fait du cyclisme à haut niveau, vous avez un cœur qui bat très lentement et c'est un muscle extrêmement puissant
qu'il faut entretenir. Si par exemple vous arrêtez de faire du sport pendant plusieurs mois, D'accord. votre risque d'avoir des pathologies cardiaques augmente. Ah ouais. Un sportif de haut niveau est condamné à continuer. Ah ouais, je savais pas. Voilà. Ok. Donc, il y avait par exemple un marathonien que lorsqu'on lui faisait les tests d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire on le mettait sur une table basculante et passivement on regardait qu'il tienne la position debout sans contracter les muscles de ses cuisses et de ses mollets. Il y en avait beaucoup qui présentaient des hypotensions orthostatiques. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont un lit veineux développé dans leurs membres inférieurs dû à la course. Oui. À l'époque, on n'avait pas encore les chaussettes de contention qui portent tous maintenant, quasiment. Et ils avaient tendance à faire des hypotensions orthostatiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un afflux de sang ou que... Non, ils perdaient, il y avait désamorçage de la pompe, ils perdaient connaissance, donc il fallait immédiatement les remettre à plat pour qu'ils reprennent. Juste parce que ils se tenaient debout, Voilà. immobiles. Voilà, parce qu'on dit ça vulgairement, ils mettaient trop de sang dans les chaussettes. Voilà. D'accord. Ok. Bon, voilà, ben vous voyez, Donc ce genre de choses-là c'est des existe. handicaps. Un marathonien, il a peu de chances de nous intéresser parce que c'est un gars qui est très susceptible aux hypotensions orthostatiques. Alors qu'est-ce qui intéresse un médecin ? C'est un gars qui est pas sédentaire, qui fait ses 3 séances de sport par semaine, ça suffit. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est pas un extrême non plus. Ah D'accord. non. Ok, d'accord. On n'aime pas même les extrêmes parce que souvent ils ont des lésions, ils ont déjà des fractures, des trucs, ils sont déjà un peu abîmés. D'accord, ok. Voilà. Donc ça faisait partie des... C'est des mythes de dire que les astronautes sont des hyper sportifs. Bah, c'est bien de le dire, ouais, comme ça. C'est des gens qui ne sont pas des sédentaires, c'est des gens qui ne sont pas malades et qui sont sains d'esprit et qui sont vifs d'esprit, puisqu'il y a plein de tests de psychométrie tels que le calcul mental, la résolution de problèmes, etc., où ils sont particulièrement performants. Bon, d'accord. Et toute cette liste, toutes ces volontés des Américains et des Russes, ça a été forgé par l'expérience où on s'est dit, bon... Parce qu'en fait, finalement, il y a eu un moment où il a fallu les faire ces normes. Elles ont été faites à partir de l'expérience en disant, bon, on a remarqué que ce qu'on a envoyé, qui savait faire calculer... Alors au début, elles ont été très strictes. C'était un peu la sélection des pilotes d'essai, telle qu'elle était faite en Russie. Et petit à petit, elles se sont un peu relâchées, ces normes. En particulier, vous savez, on voulait vérifier qu'ils n'étaient pas trop sensibles au mal de l'espace, c'est-à-dire aux cinétoses, aux maladies des mouvements. Vous savez, c'est comme le mal des transports, etc. Oui. Donc, on leur faisait faire des séances de tabouret tournant. Et ils devaient tenir 8 minutes au tabouret tournant sans vomir. Et quand vous dites tabouret, c'est vraiment un tabouret oui, c'est Ikea. un siège rotatif. D'accord, ok. Nous, en France, on faisait ces essais à Brétigny, qui est devenu l'IRBA, un centre militaire là, et on faisait et on élimine beaucoup de gens parce que là il y a une personne sur 2 qui est prise de vomissement. On les fait tourner pendant 8 minutes et ils doivent ne pas vomir. Alors, on les fait tourner à une première vitesse lente, 2 minutes à droite, 2 minutes à gauche. Brutalement, on change de sens et on tourne plus vite, 2 minutes à gauche et 2 minutes à droite. Et il faut qu'ils tiennent le coup. Et j'imagine que ça fait sens parce que dans l'espace, si jamais il y a de la rotation... Non, justement, les Américains ont arrêté de faire ça assez rapidement. Puisque quand je suis arrivé aux États-Unis en 85, ils ne le faisaient plus. Alors que les Russes exigeaient qu'ils tiennent les 8 minutes. D'accord, ok. Voilà. Alors maintenant, les Russes sont un peu adhérés à la philosophie des partenaires de la station internationale, là, les Canadiens, les Européens et les Japonais, et on dit que c'est pas rédhibitoire parce que en fait on leur donne des médicaments et les médicaments diminuent les effets, effets comme le mal de mer, on prend la cocaïne et puis terminé. Et par contre, ils sont un peu vasouillards, ils ont tendance un peu à la somnolence aussi. D'accord. Voilà. Okay. Ça, c'est les effets secondaires des antinopathiques qu'on leur donne. Alors du coup, donc, vous avez été envoyé aux États-Unis.
C'est quoi comme ça, là, une question qui me vient en tête, c'est quoi la différence qu'il va y avoir entre, je sais pas, l'esprit aux États-Unis? Enfin, genre, ça doit être d'une effervescence intellectuelle Aux États-Unis, extraordinaire, non? j'ai été remarquablement accueilli, comme Jean-Loup et Patrick, hein, et ils nous faisaient des cours à tous les trois, hein, Ok. et ils ouvraient vraiment tout. On posait des questions, ils répondaient. Alors qu'en Russie, c'est secret. Ah voilà, ok, C'était secret, donc on n'avait pas droit d'avoir des schémas, pas droit d'avoir des polycopes, etc. Alors que là-bas, ils nous donnaient tous les polycopes qu'on voulait, etc. Donc c'était pas du tout la même ambiance. On n'était pas là pour espionner, de toute façon. Et ils traitaient les Russes qui venaient aussi. Parce que j'ai vu qu'il y a quelques Russes qui sont venus aussi. Alors, dans il y la avait navette spatiale. à l'époque, il y avait eu Apollo-Soyouz, vous savez, il y Oui. avait eu un arrimage, et ça avait posé un problème parce qu'ils avaient appliqué la réciprocité du secret russe, ils l'avaient appliqué aux Américains. D'accord. J'ai parlé souvent avec un astronaute russe là qui est très sympa, qui a fait la mission à Apollo-Soyouz. Et il a jamais réussi côté russe à autoriser les Américains d'avoir accès aux documents techniques. Ah ouais, À d'accord. l'époque, c'était l'URSS. Hein. Oui, Donc, ok. Donc oui, il y avait de voilà. la culture du secret. Moi, je suis allé, la première mission que j'ai faite avec les Russes, c'était du temps de l'URSS, c'était à Ragaz. Hein, c'était C'était en quelle année, du coup? C'était en 88, en Ok. décembre 88. Et après, j'ai fait Antares, Altaïr, les deux missions de l'ESA avec les deux Allemands, Cassiopée, etc. Après, je n'ai fait que des missions en Russie. Parce que j'avais fait entre 86 et 88, j'avais fait l'effort d'apprendre un peu le russe. Ok, Voilà. donc ça. Donc je me débrouillais en russe. Et donc du coup, quand Je ne parlais pas couramment. quand vous faisiez les cours enfin, avec les Russes pour apprendre, vous parliez russe à ce moment-là? Alors, j'étais beaucoup plus connaisseur du Space Shuttle que du Soyouz. D'accord. Puisque moi, le Soyouz, je ne l'ai connu qu'à travers les cours que recevaient les cosmonautes français à la Cité des Étoiles. Donc les Donc, étoiles, c'est en Russie. C'était des notes personnelles qu'ils prenaient. Et donc, on avait quelques schémas, mais en fait, c'était des schémas pris à main levée. Hein. Mais, alors, Voilà. mais c'est suffisant pour... Enfin... Ben à l'époque, il fallait s'en contenter, hein, en tous les cas. Attends, mais Alors après, il y a eu la perestroïka dans les années 90-91. Ouais. Et après, ils nous ont donné des handouts, des documents en russe. Et j'ai eu, en 93-94, les premiers documents. fascicules de préparation au vol en russe. Mais attendez, du coup, ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même dans leur intérêt, non, que la mission se réussisse bien. Si jamais ils ont un boulet dans l'équipe qui... Non, il y avait la formation minimum pour que ce ne soit pas un boulet, justement. D'accord, ok. Mais le Soyouz, la plupart des choses sont faites par le commandant. Il a l'ingénieur de bord qui est à côté de lui, qui était à l'époque un russe, et l'étranger était plutôt un scientiste qui allait faire des expériences à vol, mais il n'était pas responsable de fonctions vitales ni à bord du Soyouz, ni à bord de Mir. D'accord, ok. Par Oui. contre, il devait savoir aider, etc. Bon, il le faisait. Donc il n'avait pas une place prépondérante dans la mission. Hein. Il Non. était... D'accord. Non. Et il faisait attention parce qu'il se rendait bien compte que s'il ne les formait pas complètement, c'était un risque qu'il prenait. Oui, je comprends bien. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre d'ambiance entre oui, un métier répondu, mais entre la Russie et les États-Unis? J'imagine que c'est préféré les États-Unis, non? Je vais vous dire, je résume ça très, très simplement. Hein. Aux États-Unis, la journée de travail, c'est hyper efficace. Vous résolvez, toutes les questions sont résolues, vous résolvez 20 questions par jour sans problème, avec des gens compétents, etc. En Russie, c'est complètement différent, mais le soir, aux États-Unis, le soir, on s'emmerde un peu. Ah bon? Oui. D'accord. Parce que ils n'ont pas, si vous voulez, le lien facile. Ils ne vous invitent pas
chez eux. À boire une pour bière. boire une bière. On fait une partie de temps en temps, mais c'est compté au compte-gouttes. Par contre, chez les Russes, durant la journée, c'est le bordel. Pour avoir un taille-crayon, il faut compter 3 jours. Pour avoir une feuille de papier, 3 jours. Il y a, tu sais, je vous parle de l'époque où c'était l'Union soviétique, l'URSS. Par contre, le soir, ils vous invitent facilement chez eux. D'accord. Et puis là, on rigole. Voilà. Si je peux résumer une journée type à Houston et une journée type à la Cité des Étoiles, c'était ça la grande différence. C'est que durant la journée, ça bossait pas beaucoup à la Cité des Étoiles. Par contre, à Houston, tout était résolu à des vitesses grand V, même de façon extrêmement efficace. Moi, j'ai été étonné du pragmatisme des Américains. C'est tout de suite ce qui m'a plu chez eux. Alors, quand vous dites pragmatisme, c'est-à-dire il y a un problème, tu as un problème, si tu as su l'exprimer à eux, et après, il n'y a que le choix des solutions. D'accord, ok. En Russie, tu apportes un problème, ouh là 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 là, avant la compréhension du problème... il va se passer quelques étapes, quoi. Voilà. En Union soviétique, c'était... Alors tout ça, ça s'est nettement amélioré maintenant. Ouais, d'accord. Les Russes se sont profondément occidentalisés. Dans leur façon de faire, ouais. Dans leur façon de travailler aussi. L'informatique est rentrée. Moi, à l'époque, les computers, c'était top secret. Ah ouais. En 88, je raconte cette anecdote. J'étais venu donc à Baïkonour avec le CNES m'avait demandé de transmettre des rapports quotidiens sur la bonne avancée du vol, etc. Okay. Donc j'avais pris un PC avec une imprimante intégrée, etc. C'était l'époque, vous savez, où les PC étaient quand même pas très fiabilisés. Oui. Mon PC tombe en panne. Mais vraiment impossible de rebooter, etc. J'ai soupçonné qu'un mec du KGB était rentré dans ma chambre. Bon, je n'ai jamais eu la preuve de ça. Précise, ouais. Et j'ai demandé à l'ingénieur de bord, là, qui était avec Jean-Loup Chrétien, est-ce que tu t'y connais ? Alors, il est venu, il m'a rien dit devant l'assistante, mais le soir, il est venu frapper à ma chambre. Il m'a bien noté sur mon computer, il a refait remarcher tout de suite. Ah ouais ? Donc, le MS-DOS, puisqu'à l'époque c'était du MS-DOS, il connaissait, mais il ne pouvait pas montrer qu'il le connaissait. Il me l'a fait remarcher tout de suite. Donc il a fait ça en douce Il n'a jamais voulu me dire s'il avait été bloqué par un mec du KGB ou pas. Il n'a jamais voulu me le dire. Hallucinant. Puis comme autre anecdote, des années après, lorsqu'il y a eu les révolutions, vous savez, avec Helsinki, etc., j'étais à Moscou, moi. Alors Helsinki, rappelez-moi, c'est quoi ? C'était il y a eu Gorbatchev qui a fait la perestroïka, oui. Et après il y a eu Helsinki, il y a eu la révolution avec l'Assemblée, avec des chars, il y a eu 2 morts, je crois, dans la rue. Okay, et donc j'ai connu, moi, la Russie, j'étais bloqué à la Cité des Étoiles, je ne pouvais plus sortir, avec des hommes en armes qui patrouillaient, des automitrailleuses qui patrouillaient, etc. Et finalement, ma famille, avec qui je ne pouvais plus téléphoner, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, etc. à l'époque, j'étais bloqué. Okay. J'ai été bloqué 2 semaines, comme ça. Sans, coupé du monde avec vos astronautes et... Voilà. Ok. Alors bon, on ne se faisait pas de soucis. Oui, j'imagine que c'était... Oui, d'accord. Parce que tout s'était Parce que vous ne pouvez pas vous arriver grand-chose avec tous ces soldats Tout s'était cassé, mais j'avais été étonné. Autour de la Cité des Étoiles, il y avait des chars qui avaient pris position. Oui. Oh là là. Puis il y en avait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas 3, ouais, d'accord. Il y en avait aux 4 coins. Incroyable. Et on ne pouvait plus foutre le nez dehors. Oh la vache. Alors qu'avant, je circulais, j'avais un propusque pour rentrer dans la Cité des Étoiles. Ils étaient venus me le demander et que je leur rende parce que, vu les circonstances, c'était plus permis. Donc, vous voyez, j'ai vécu ces journées-là. C'est compliqué quand même de préparer un programme spatial quand
Enfin, quand c'est le bordel comme ça. Enfin, genre, moi, j'ai pas le contexte Non, historique, mais est-ce qu'à il n'y a l'époque. pas eu le bordel. Hein. Non, d'accord. À la Cité des Étoiles, il n'y a pas eu le bordel. Vous savez, c'était Helsinki qui a renversé Gorbatchev, Ouais. avec des manifs de rue. Ça a été vite arrêté. Hein. Là, il y a eu la prise de l'Assemblée, la Maison-Blanche. Là, il l'appelait la Maison-Blanche. C'était l'Assemblée des députés qui a été prise. Bon, je dirais que 8 jours après, il n'y avait plus d'agitation. Hein. D'accord. Mais ils ont quand même. Enfin, à cette période-là, est-ce que les Russes, ils avaient toujours un programme spatial, du coup, s'ils étaient politiquement. On pouvait en parler avec eux de ces événements. Hein. Les Russes en parlaient. Ok. Et il y a une autre anecdote, là, si vous aimez les anecdotes. Jusqu'à la perestroïka, les Russes refusaient de me parler anglais. Mais ils savaient parler anglais ? Je ne le savais pas. D'accord. Donc j'étais obligé, j'ai forcé à apprendre l'anglais avec la méthode Assimil. J'ai eu une prof de russe, une vieille dame là, qui venait me donner des cours, etc. Et je m'y suis mis petit à petit. En France ? Non, là-bas en Russie. D'accord. En France, je me contentais de la méthode Assimil. Elle me l'avait bien expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Donc, au bout de 2 ans, je me débrouillais pour la vie courante. J'étais capable de me débrouiller, de lire le russe et de me débrouiller. Mais tous mes collègues, médecins russes, etc., s'adressaient à moi en russe. Soudainement, après la perestroïka, ça devait être en 90, ils ont tous parlé anglais. Mais non. Si. Oh ! Et j'ai oublié mon russe parce qu'après je parlais anglais. Tous les gars ils m'ont tous expliqué, Bernard, si jamais j'étais pris à te parler en anglais, j'étais envoyé en Sibérie. Oh la vache ! J'étais muté. Parce qu'ils considéraient que c'était interdit. C'était interdit de s'adresser aux étrangers, surtout dans leur milieu, qui était relativement protégé. C'était que des militaires à la Cité des Étoiles. Hein. Et soudainement, brutalement, ils se sont tous adressés à moi. Ils ont eu l'autorisation de parler anglais dans le cadre de leur cadre professionnel. C'était de bons amis quand même ? Ah oui. Sacha Kouliov, là, qui était mon interlocuteur, qui est maintenant le médecin-chef de la compagnie des chemins de fer russes. Actuellement ? Ouais. Okay. Il parlait parfaitement anglais. Hein. Ouais, d'accord, ok. Mais il me l'a caché. Ça a été mon alter ego pendant toutes mes missions. Il s'est arrangé pour se faire nommer comme flight surgeon en même temps que moi. D'accord, ok. Parce que là-bas, il y avait le général en chef de la Cité des Étoiles qui désignait les médecins et les cosmonautes pour chaque vol. Moi, ce qui me frappe là quand même, c'est que bon, il y a quand même une charge de travail là-dedans là qui est là vous en parlez. Enfin, comme ça, mais j'ai l'impression que derrière, quand même. C'est passionnant. Je vais vous dire, la charge de travail, c'est passionnant parce que vous apprenez des choses. Il y a de l'humain, il y a beaucoup d'humain là-dedans. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, les décisions qu'on prend. Donc, c'est passionnant. Et je vous promets, moi, j'ai jamais compté mon temps. Ouais, ça vous posait pas de problème. Moi, j'étais enthousiaste. Toujours, je le suis toujours. Dans les projets, je suis enthousiaste. C'est une chance qu'on a de travailler comme ça. Même si ça vous prend beaucoup de temps, vous n'avez pas de week-end, vous avez des vacances écourtées, etc. C'est quand même un privilège. Oui, j'imagine. C'est un privilège. Mais je comprends bien. Voilà. Donc d'accord. Donc vous avez. De toute façon, vous avez. Si je décrypte bien, vous avez quand même le plaisir d'apprendre tout le temps en fait, et du coup il y a cette notion de travail en fait. J'apprends moins maintenant. Maintenant j'imagine que vous apprenez moins. Mais... J'apprends moins parce que après presque 35 ans, j'ai quand même bien écumé tout ça. Hein. Ce que je voulais vous demander du coup, c'est est-ce que vous aviez, je sais pas, une sorte de quête ou etc., ou c'est juste le plaisir continu d'apprendre? Est-ce que je sais pas, est-ce que vous aviez
dans votre tête quelque chose, un mystère de, je sais pas, de la science que vous auriez bien aimé résoudre et vous vous dites, tant que je suis là, je vais essayer de... Non, c'est une aventure humaine C'est parce que c'est et l'aventure humaine. technique. Et moi, j'étais très heureux d'être dedans. Ouais. Les anciens d'Hermès, vous voyez, on a été un petit groupe, Oui. puisque le projet n'a jamais... On était une quarantaine. D'accord. Eh bien, on est restés très unis, parce qu'on avait tous un peu cet esprit. L'esprit D'apprentissage. de ce que j'appelle l'esprit de conquête. Donc, on a un objectif et il faut tout mettre pour se rapprocher de cet objectif. D'accord. Alors, en tant que médecin, est-ce que vous gériez le côté psychologique sous les astronautes? Oui. Alors, généralement, ils sont bien choisis, les astronautes. C'est quand même des gens qui sont sains d'esprit. Ah oui, qui sont assez performants intellectuellement. Ils ont une mémoire d'éléphant. Ouais. Et ils sont très à l'aise dans l'interface homme-machine. On les sélectionne à travers des tests pour ça. Et c'est des gens qui, si vous voulez, sont calmes. Ils sont pas facilement angoissables. Alors, oui, ok. Voilà. Et donc, c'est des gens qui, dans le relationnel, sont très, très faciles. C'est des gens qui sont avec qui c'est très difficile d'avoir des conflits. D'accord. Très, très difficile. Ok. Et je dirais que c'est des gens qui sont choisis parce qu'ils sont médiums. C'est pas des hyperactifs, mais c'est pas des hypersensibles. Des hypersensibles. C'est des gens qui sont dans un milieu d'état d'esprit. Et généralement, ils sont sociables, mais pas trop. Ils savent être réservés. D'accord, tout. oui, ok. Non, c'est des gens, je dirais, équilibrés. On les choisit justement parce qu'ils sont comme ça. Ouais, je comprends. Mais est-ce que, dans ce cas, comment dire, dans ce cas-là, c'est quand même, tout ça, c'est quand même ça relève d'être pionnier en fait, quand même. Toute cette création, la station spatiale Mir, ça avait jamais vraiment été fait avant. Le fait d'aller vivre dans l'espace. Il y avait eu Skylab, quand même. Qui avait fait 3 missions qui étaient montées jusqu'à 87 jours, donc c'était déjà pas mal. Parce que c'est l'inconnu quand même pour eux. Et comment est-ce que vous gériez? Beaucoup moins que... Vous savez, quand on regarde une mission spatiale, les gros risques, c'est au décollage et à l'atterrissage. C'est là qu'il y a toujours eu les catastrophes. D'accord. Durant la phase orbitale, il y a des pépins, mais il y a toujours de la redondance, les choses sont dupliquées, on a toujours un échappatoire, on peut s'en sortir. Okay. Que ce soit dans le système russe ou le système américain. Mais est-ce qu'à l'époque, parce que en fait, moi, ce qui m'avait impressionné quand je regardais, quand j'allais au musée, etc., c'est que cette sensation que les ingénieurs avaient pensé à tout. Moi, c'est ça, quelque chose qui m'avait marqué là-dessus. On avait l'impression qu'il y avait un système pour tout, mais je me dis, je sais pas, comment est-ce qu'on fait pour penser à tout dans ces situations? C'est pas tout à fait juste. Il faut faire l'histoire. Vous avez eu Mercury, qui était très spartiate, avec plein de trucs manuels, des trucs, et c'était beaucoup plus haut risque que ne l'a été Gemini après, que ne l'a été Apollo. Apollo, c'était la Rolls déjà. Au point de vue sécurité, on n'a pas mieux fait que Apollo. Il y avait les redondances, tout pouvait péter, il y avait les redondances, il y avait des moyens, tout avait été, il y avait eu un arbre de défaillance extrêmement précis qui avait été bien fait, et enfin on contrôlait. Et les astronautes le sentent, ça. Et on les entraîne, ils sont au milieu de cette technique. Ils savent très bien que si ça marche, il a comme possibilité ça. Si ça marche pas, il pourra se réfugier dans le LEM, comme on le voit dans Apollo 13. Apollo 13 dans le film, où on leur dit... mais eux-mêmes le savaient qu'ils avaient ces possibilités de parce qu'ils avaient eu une panne majeure. Ils avaient eu une pile à combustible qui a explosé, qui avait fait des dégâts autour d'elle, et malgré tout ils ont réussi à revenir de manière saine. Donc tout ça, cette perfection, on apprend beaucoup, et surtout les systèmes de transport spatiaux sont de plus en plus sûrs à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que... Mais donc du coup, pour la technique, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Mais alors, pour la santé,
Là, à l'époque, on ne connaît pas encore trop les effets de l'espace sur l'être humain. J'aime montrer, là, quand je fais les cours là, aux médecins, la liste des ennuis de santé qu'on attendait. C'était une liste de 30 items, avant les premiers vols. Avant les premiers vols ? Avant les premiers vols. Ils n'allaient pas pouvoir déglutir, ils allaient avoir du mal à se... Ils n'allaient plus avoir de défécation, ils avaient fait une liste de tous les ennuis. Vous avez 30 items. Après les premiers vols de Mercury et Gemini, on est tombé à 8 items. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de ces items-là ou pas ? Ouais. Par exemple, je peux vous dire, ils avaient dit, les médecins, que la déglutition, ils n'étaient pas sûrs qu'elle allait pouvoir se faire. Donc, que la salive descende ? Non, la déglutition. Que vraiment le muscle... en mangeant, que vous puissiez déglutir. Ils n'en étaient pas sûrs. Donc, ils avaient poussé, et c'est pour ça que dans Mercury et Gemini, ils mangeaient avec des tubes. Vous savez, tout prémixé, c'était des soupes de bébé. Hein, puis les astronautes leur ont dit, mais arrêtez, on déglutit très bien, là. On pisse bien, on déglutit bien, etc. Et tout ça, ça a fait qu'il y a eu un grand reset de cette liste. Et on est tombé. Et maintenant, on reste avec 5-6 problèmes qu'on aimerait mieux maîtriser. Alors, comme le sport, j'imagine, peut-être que... Alors, les problèmes, je vais vous les énumérer, c'est le mieux. Bon, il y a le mal de l'espace, hein, donc le mal des mouvements, les cinétoses qu'ils ont lorsqu'ils arrivent en impesanteur, mais ils l'ont aussi au retour. Ils ont le mal de terre, hein, comme les navigateurs, vous savez, qui reposent ils ne sont pas autonomes, on les voit, ils se font sortir de la capsule. Ils vomissent, ils ont des nausées, etc. Donc là, on a des médications, donc on les soigne. On n'a pas trop de progrès à attendre, si ce n'est trouver de meilleurs médicaments qui en donnent un peu moins. Hein. Ensuite, ils ont ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort. Là-haut, vous n'avez plus besoin de faire d'effort puisque vous ne vous levez même plus. Hein, vous êtes en flottaison, donc vos muscles fondent et votre capacité à l'effort diminue. Alors, pour lutter contre ça, on leur fait faire de l'exercice 1 heure le matin, 1 heure le soir. Malgré ça, ils perdent. Je trouve ça rigolo de se dire que si on enlève des contraintes au corps, lui-même devient feignant. Enfin, on dit souvent que si jamais on se laisse aller et qu'on arrête de faire des efforts de travail, etc., on va finir par décrépir un peu. Et que même le corps à l'état naturel, si on enlève ses contraintes, il n'arrive plus à vivre... Le corps humain, comme la plupart des phénomènes naturels, essaie de se maintenir avec un minimum d'énergie consommée. Et donc, vous perdez du muscle. Si vous n'en servez pas, vous perdez du muscle. Par contre, quand vous aurez de nouveau besoin de vous en servir, c'est-à-dire quand vous reviendrez sur Terre, il risque de vous manquer. Donc, c'est un peu embêtant, surtout si on envoie des gens sur Mars après des longues périodes et qui ne puissent plus tenir debout. Donc, on a trouvé des contre-mesures, hein, donc des moyens de prévention qui sont, on leur fait faire 1 heure d'exercice le matin, 1 heure d'exercice le soir. Alors, on peut progresser encore un peu sur la façon de faire ces exercices, les durées, etc. C'est ce qu'on fait en ce moment à bord de la station. Et par exemple, en perte de force musculaire, du temps de mire, ils perdaient jusqu'à entre 15 et 18%. À l'heure actuelle, en force musculaire pure, ils perdent 3 à 4% pour des mêmes durées de vol. Par contre, dans leur capacité à l'effort, vous savez, c'est la durée d'un effort maximum qu'ils puissent faire, ils perdent encore un peu trop. Donc là, on essaie de trouver des protocoles d'exercice qui les maintiennent. Après, ils ont d'autres problèmes qui sont l'hypotension orthostatique quand ils reviennent au sol, comme ils ont perdu les réflexes qui maintiennent la tension artérielle, ils ont tendance à présenter des syncopes. Hein. Donc là, on leur fait porter des pantalons anti-G, donc des sortes de pantalons de contention. Et on leur fait prendre juste avant le retour du sel et de l'eau pour... j'ai vu des gélules de sel. Pour les hyperhydrater, en fait. Après, il y a le problème qui est
et qui sera difficilement contrôlable, c'est l'exposition aux radiations. D'accord. Quand vous êtes là-haut, vous êtes soumis à des radiations naturelles de manière plus importante qu'au sol. Et quand on partira vers Mars, on flirtera avec l'inadmissible, si vous voulez, en termes de risque-prix. Est-ce que vous avez vu une différence avec les astronautes qui sont revenus sur Terre? Est-ce que vous avez vu une différence Alors à ce on niveau-là? les suit de très près, en particulier on regarde s'ils ont des cancers radio-induits. Oui. Et jusqu'à maintenant, non. Ils ont moins de cancers radio-induits que la population générale, mais il peut y avoir un biais qui est le fait qu'on les surveille médicalement tous les ans jusqu'à la fin de leur jour. Il y en a un qui... Donc, il y a peut-être un biais là qui fait que si on voit apparaître un cancer débutant, Vous le dégagez tout de suite, et c'est comme si... on le soigne tout de suite, et donc ça leur donne une survie. Et jusqu'à maintenant, la population des astronautes, les astronautes, c'est plus de 560 personnes maintenant dans le monde qui ont battu. Alors, la plupart sont morts de maladies cardiovasculaires. Il y en a très peu qui sont morts de cancer. En tous les cas, moins que dans la population générale. Alors, il y a l'époque, moi j'aurais fait une petite recherche, et à l'époque, il y a un astronaute russe qui s'appelle Valery Polyakov, qui a fait 437 jours consécutifs dans l'espace. C'est lui qui a le record absolu. Mais parce qu'à l'époque, on savait encore moins de choses qu'aujourd'hui. Est-ce que lui, comment il s'en est sorti, lui? Parce que... C'est un médecin. C'est un médecin en plus. Ouais, il a fait beaucoup de sport. Quasiment, il a fait que ça. Au-dessus, ouais. Ok. Et il dit, alors moi j'ai jamais vu ses résultats publiés de près, il dit qu'il est revenu en meilleure forme qu'il était parti. Vous en doutez? Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Il n'a pas publié. Il n'a jamais publié? Non, il a dit qu'il le ferait. En Russie, il y a un drôle de système, vous savez, pour les thèses. Vous faites les thèses, vous écrivez votre thèse au moment de votre retraite. Ça s'appelle la dissertation, c'est votre thèse en fin de vie. Et que si vous mourrez avant, il n'y a pas de thèse. Ah bon? C'est embêtant. Mais ils se souviennent de tout en plus. C'est forcément les détails qu'on nommait quand même. J'en ai une des thèses de Russes là, qui l'ont écrit. Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui ne l'écrivent pas parce qu'ils meurent jeunes. Là-bas, vous savez... Donc Yuri Gagarin ou des gens comme ça, on n'a jamais... Non, c'est le principe en Russie, c'était un principe soviétique. Il faut faire le bilan de sa vie à la fin. C'est incroyable. C'est assez excellent comme... Et donc, il y a beaucoup de pertes, parce qu'il y a des mecs qui n'écriront jamais leur thèse. D'accord, ok. Bon, moi, j'en ai aidé un là, à écrire. En fait, je l'ai traduit en anglais. Mais c'est amusant. J'ai les bilans sanguins de Yuri Gagarin. Ok. Ouais. Ok. Dans cette thèse. C'est hallucinant. Elle a été publiée. Je l'ai sous forme informatique et je la distribue puisqu'il m'a donné l'autorisation de la distribuer largement. Et donc, j'imagine que combien de temps ça a duré ça c'est entre les Russes, les Américains, ces préparations des astronautes. Combien de temps ça a duré cette partie l'entraînement, ça dure, je dirais, entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, pour chaque astronaute, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Mais avant, ils ont eu une formation de base qui dure 2 ans. D'accord, ok. C'est le principe. Donc, vous en avez accompagné une dizaine. Voilà. D'accord, ok. Mais il y en a qui étaient en même temps à la Cité des Étoiles, en tandem. Donc certains aux États-Unis, certains en Russie? Non, aux États-Unis, je n'ai suivi que Patrick Baudry. Après, le programme a arrêté Non, après, on a envoyé d'autres... je me suis un peu spécialisé côté russe, comme vous avez compté. Oui. Et je me suis occupé de gens qui volaient à bord de Soyouz et de Mir. Alors, il y a une raison particulière pourquoi vous êtes spécialisé? Parce que l'ambiance était meilleure, vous trouviez, ou parce que... Non, c'est parce que les opportunités qu'avait signé le CNES étaient plus côté russe que côté américain. Donc, chaque fois, il y a eu des vols. Il y a eu Jean-François Clairvoy. Je n'ai pas pu y aller les suivre. Et on a envoyé d'autres médecins en particulier. C'est quoi l'un de vos meilleurs souvenirs sur... J'ai 2 questions. Un de vos meilleurs souvenirs et un moment de stress, peut-être.
Le moment de stress, c'est au décollage. C'est au décollage. C'est des copains à vous qui décollent et c'est émouvant. Et puis ça secoue, hein, que ce soit un décollage de shuttle ou de Soyouz, ça vibre, hein, ça prend. Et puis vous savez que quand même, c'est une période de plus haut risque. Et les meilleurs souvenirs, moi, c'est après leur retour, après la première nuit, parce que la première nuit, généralement, ça se passe pas très bien, ils ont mal au dos, ils vomissent. C'est quand ils commencent à reprendre goût à la vie, et là, ils déconnent, là, c'est très agréable. Vous sentez que, bon, ça y est, ils sont sur la plante remontante. Ouais. Alors, après un vol court, je dirais en quelques jours, ils sont au top. Après un vol long, il faut 15 à 3 semaines pour qu'ils se reviennent. Pour se remettre bien. Ouais. Même s'ils n'ont pas récupéré en détail leur truc. Pour récupérer leur capacité à l'effort, par exemple, il leur faut un mois environ, 4 à 5 semaines. Vous avez jamais voulu l'astronaute ? Alors, à 85, lors de la première sélection que j'ai organisée au CNES, on m'a posé la question. On m'a dit, Comé, vous avez parfaitement le profil pour être sélectionné. Ah ouais, ok. Et ils m'ont dit, mais par contre, vous ne pourrez pas, bien sûr, vous occuper de la sélection si vous êtes jugé parti. Oui. Donc, moi, je savais que j'avais une inaptitude et je suis allergique au pollen, à plein de trucs. D'accord. Et je savais que c'était rédhibitoire puisque c'est moi qui avais écrit les normes qui l'avait piqué aux Russes et aux Américains, donc je savais que j'allais être inapte. D'accord. Et sans regret ou est-ce que ça Non, sans regret. Non, je me suis régalé d'une autre façon. Avec ce que vous avez fait quand même, non. intellectuellement. Je ne suis pas tête brûlée. Je préfère les succès intellectuels que les succès sportifs. Je comprends, c'est tout à votre honneur là-dessus. Est-ce que, alors j'allais dire, est-ce qu'il y a eu des sacrifices pour est-ce que il y a quand même, alors moi j'ai vu une stat qu'il y avait seulement 3 médecins des astronautes en Europe. Oui, et un peu plus peut-être. Mais il y en a qui ont fait ça un temps et puis ils ont arrêté. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça. Parce que si vous voulez, on est formé en médecine pour soigner des gens. Or là, on s'occupe de gens plutôt en bonne santé. Ah oui, donc on s'ennuie un peu. Donc c'est un peu décevant sur ce plan-là. Ouais. Hein, sur ce plan-là, bon, il y a quelques épisodes où on est obligé. Et moi, j'ai eu des astronautes et des cosmonautes qui se sont blessés. Il a fallu que je les fasse soigner. Donc, ce n'est pas moi qui les ai opérés. Hein. Je suis allé voir les meilleurs spécialistes pour les faire opérer, pour être sûr qu'ils soient de nouveau. Donc, si vous voulez, ils étaient un peu déçus par cet aspect en médecine, on est formé pour soigner pratiquement les gens. Et là, c'était pas l'activité dominante. Non, d'accord. Voilà. C'était vraiment préparé. Il y avait des urgentistes, je me souviens très bien d'urgentistes qui étaient des mecs brillants et qui connaissaient bien leur médecine, mais enfin, eux, ils ne rêvaient que de leur enfiler des cathéters, des sondes, etc. Bon, c'est pas ici qu'il faut venir. Non, c'est pas exactement ce qu'ils attendent. Ouais, je comprends bien. Et c'est pas une nécessité. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu ? Est-ce que, c'est un cercle, parce que là vous auriez pu continuer, vous avez arrêté ça de faire médecin pour les astronautes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter ? Honnêtement, quand j'ai arrêté en 2000 là, de faire la médecine opérationnelle, c'est-à-dire courir les steppes là, donc au décollage et au retour. Quand on dit courir les steppes, c'est-à-dire aller à Baïkonour, revenir... Aller à Baïkonour, aller à la Cité des Étoiles, faire des allers-retours. C'était pour essentiellement des raisons familiales. Moi, j'ai une famille. À peu près là, j'avais 50 ans, à l'époque. Donc, tout ça, c'était un peu derrière moi. Ouais. Moi, j'avais 3 enfants. Ma femme commençait à trouver que j'étais absent très souvent. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'arrêter. D'autant plus que les astronautes à l'époque
partaient à Cologne, puisque vous savez, le centre des astronautes, et on m'avait demandé de les suivre à Cologne. Donc il fallait que moi et ma famille, j'allais vivre à Cologne. Donc quand j'ai rajouté à ma famille cette contrainte d'aller à Cologne, donc mes filles étaient des ados et mon fils était déjà étudiant, ils ont dit non. Non, ça ne nous intéresse pas. On ne te suit pas à Cologne. Et quand ma femme m'a dit elle-même, je ne te suis pas à Cologne, donc l'affaire était entendue. Donc j'ai démissionné, je ne suis pas parti à Cologne et je suis venu travailler ici au CNES où je faisais, donc j'étais président du Medical Board et je montais des projets plutôt techniques. Ok. Voilà. Est-ce que j'allais vous demander du coup les sacrifices que vous avez dû faire, mais voilà, j'imagine que la famille par exemple... Si ça a été un peu un sacrifice. Un peu un sacrifice, oui. Les périodes où j'étais absent le plus longtemps, ça a été par exemple quand j'étais pendant 6 mois à Houston. Après à la Cité des Étoiles, ça a été des périodes de 2 mois. D'accord, donc c'était un peu moins long quand même. La dose moyenne, c'était 6 semaines, vous voyez. 6 semaines, ok. Voilà. Mais j'avais des collègues qui venaient me remplacer pour tourner, d'accord. Pour tourner. Ouais, je comprends. En particulier pour les vols longs, je m'étais arrangé, j'étais en tandem avec une médecin d'ici, Anne Pavie, qui travaille au CHU. Et quand je me suis occupé des 2 Allemandes, en particulier de Thomas Reiter, là, c'était une Allemande, c'était Anke Putzka qui était. J'étais en tandem avec elle, on faisait alternativement 6 semaines à chacun. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec un astronaute allemand et un astronaute français Non, c'est pas. Enfin, c'est la même. Il y a la langue. Oui, mais à part ça. Moi, je suis pas très fort en allemand, donc je m'exprimais en anglais avec eux. Mais sinon, non. Et quand vous étiez au CNES, du coup, Medical Board de l'ESA, ça consistait en quoi tout ça ? Alors là, j'animais un groupe de médecins qui était de 6 médecins. Et il fallait donner notre avis soit sur des aptitudes médicales de gens qui étaient déjà dans la carrière, soit au moment des sélections. Okay. Et on voyait tous les mois, on revoyait entre 10 et 20 expériences qui étaient menées à bord pour savoir si sur le plan éthique et opérationnel, elles étaient OK ou pas. Mais est-ce que c'est pas moins excitant ou est-ce que c'est différent ou est-ce que... Parce que en fait, ce que je me dis, c'est que là, c'était plus qu'est-ce qui vous maintient un boulot administratif, si vous voulez. Mais en fait, il fallait de la connaissance aussi pour porter des jugements. Non, moi, ça m'a intéressé. Bon, là, j'ai arrêté en décembre 2019, là, à 69 ans, parce qu'il fallait donner la main à de plus jeunes. À de plus jeunes, ouais, d'accord. Tout. Ok. Mais c'était... Oui, parce que en fait, c'est différent. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est juste, je me dis, bon, vous avez 50 ans, on pourrait se dire, dans un cliché, on pourrait se dire, bon, bah, voilà, j'ai fait mon temps, je peux partir en retraite. Mais non, vous avez encore continué, 20 ans, encore oui, mais plus, d'ici, sur des positions qui attiraient beaucoup moins les médecins. Mais ça vous maintient quand même, enfin tout ça, je veux dire vous n'avez pas envie d'arrêter, d'aller, je sais pas, non, par exemple, aux Bahamas pendant le reste. Je reçois les nouvelles de tout ce qui se passe à bord de la station internationale. Bon, c'est passionnant. D'accord, oui, vous êtes aux premières loges quand même pour encore regarder. Là, pour vous le raconter, il y a un mois, là, il y a un détecteur de polluants qui a détecté du benzène. Et puis ça a augmenté. Panique. Et puis on ne voyait pas d'où pouvait venir le benzène. Parce que et puis c'était, en fait, c'était le capteur qui dérivait et après investigation et tout, il avait dépassé une date de péremption et c'est lui-même qui fabriquait son benzène. Ah oui, d'accord. Donc c'était un artefact, donc ils ont renvoyé un détecteur qui était plus récent et on n'a plus détecté de benzène. Ce truc, c'est amusant, mais enfin, tout le monde se creusait la tête d'où il peut venir. Ouais, parce que le benzène, c'est un truc cancérigène. Oui, même, mais c'est pas très bon pour la survie de... Bon. Puis les mecs, les astronautes disent, mais non, on ne sent pas du tout le benzène. Ah ben oui, on connaît l'odeur du benzène. Ben non, et puis ça montait. Et on ne comprenait pas pourquoi ça montait en plus. C'est excellent. Et c'était un artefact qui était dû à la sonde elle-même.
Est-ce que, parce qu'on approche quand même tranquillement à la fin de ce podcast, je voulais savoir, moi, les gens qui m'écoutent ont quand même mon âge à peu près. Est-ce que vous auriez un conseil particulier, un tips peut-être que vous donneriez à vous si vous étiez plus jeune ou que vous dites aux jeunes J'aime beaucoup l'émission de science pour les jeunes. Il faut rester curieux. Jusqu'à 80 ans, 90 ans, il faut rester curieux. Curieux de tout. Il faut s'intéresser à tout. Il faut poser, moi je bouquine, regardez, tout ça. Oui, je vois qu'il y a des piles de bouquins et de documents partout. C'est des lectures et c'est uniquement pour me maintenir. Après, mais ça vous fait plaisir aussi quand même. Oui. Après, je dis à un tel, tiens, j'ai une idée de manip pour toi, tu devrais essayer de faire ça et ça. Voilà, mais quand vous lisez pas forcément du spatial, ça peut être autre chose, ça peut être comme ça ou c'est quand même essentiellement lié au spatial. Lié au spatial, ouais, d'accord, ok. Mais ça vous plaît, enfin, je veux dire, c'est... Ça me passionne toujours. Oui, c'est le plaisir d'apprendre tout le temps, ça vous fait quelque chose et ça... c'est une manière de rester jeune, je crois. Vous trouvez? Ouais. Quand on ne veut plus apprendre, c'est qu'on a mis, je trouve... un couvercle sur quelque chose. Mais ça veut dire aussi de jamais aussi de rentrer, parce que ça peut être difficile des fois de se dire ça va, je suis expert maintenant, pas toi qui va m'expliquer la vie ou qui va... C'est jamais fini, on n'est jamais expert. Moi, j'apprends à l'heure actuelle à bord de la station, les astronautes ont un problème oculaire. Oui. Qu'on investigue là depuis 2009, depuis 11 ans, avec plein de recherches, etc. Et c'est un truc que je suis d'assez près, et je trouve que on a mal posé les hypothèses dès le début, et probablement on n'est pas sur la bonne voie. Mais c'est difficile ensuite, il faut le prouver, parce qu'il faut il faut monter une manip, il faut prouver qu'il y a une voie plus prometteuse, le présenter alors on a une réunion annuelle là, qui s'appelle l'ASMA, la Aeronautic and Space Medicine Association, et on y va et il faut le présenter. Là, c'est fortement discuté puisque vous avez en face de vous tous les gens qui s'intéressent au sujet, et donc il faut avancer. D'accord, ok. Voilà. Et ça, ça me motive. Vous voyez, ça vous motive. C'est assez passionnant, ça. J'ai une question qui me vient comme ça, parce que vous me dites que vous lisez beaucoup, etc. Comment est-ce que vous y prenez pour entre guillemets pour apprendre? Est-ce que vous avez juste à lire par exemple et ça imprime tout seul, vous avez une bonne mémoire, ou est-ce que vous prenez des notes, comment est-ce que vous personnellement je suis curieux de savoir comment ma méthode rapidement comment est-ce que vous ingurgitez autant d'informations tout le temps en fait. Je garde, j'imprime, c'est une vieille méthode, et je garde les publications qui m'ont appris quelque chose. Donc vous gardez l'essence. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et après vous les retravaillez. Il faut se méfier, il y a beaucoup de republications qui en fait présentent la même chose. D'accord, ok. Voilà. Qui présentent avec des populations un peu plus importantes, donc avec des statistiques plus solides, mais les mêmes résultats. D'accord. Voilà. Et donc vous gardez celle qui vous a marqué ou qui vous a appris quelque chose? Je garde la dernière, celle qui est la plus costaud. Et vous la relisez après ou vous la... J'ai vous la sur mon disque dur, là, j'ai des classeurs. Et sur tous les thèmes, je vois. Et quand je lis, je dis, ah tiens, ça apporte quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne savait pas encore. Et ça permet d'avancer. Voilà. Et comme ça, vous direz, vous passez combien de temps à apprendre? La moitié du temps. La moitié de votre temps, c'est lire, apprendre. Ouais. Après, je participe à quelques projets d'avancement où c'est du travail quotidien. Il faut écrire. Oui, le management ou les rapports à écrire. Non, mais de management, je n'en fais plus. Vous en faites plus. Ça ne m'intéresse plus. Ouais. Donc maintenant, je contribue, donc j'écris, etc. Donc sur des sujets que je connais bien. Hein. Génial. Eh ben, écoutez, Monsieur Comet, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt sur Le Grand Bain. Je crois que je ne me suis jamais autant régalé à faire une interview qu'en discutant avec Bernard Comet. Franchement, vous imaginez, vous, être en Russie lors de la perestroïka, encerclé par des dizaines de chars russes pendant que vous travaillez? Et puis, le fait qu'il ait étudié pendant 9 ans la médecine, tout en ayant un travail à temps plein à côté, dans une autre discipline.
pour finalement rencontrer des astronautes, se faire recommander par eux et directement auprès du directeur général du CNES. Je trouve ça tellement hallucinant et tellement inspirant. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et sur ma page Instagram Le Grand Bain, où je partage des backstage du podcast, mes stories parfois décalées, ou sur LinkedIn où je poste des histoires rédigées issues de mes dernières interviews. Si tu veux que ta voix apparaisse dans le prochain teaser, envoie-moi un fichier son enregistré sur ton téléphone disant « Bienvenue sur Le Grand Bain » et envoie-le-moi à l'adresse legrandbain.contact@gmail.com. Je te dis à très bientôt, Pierre.